Alors, on va demander maintenant à Françoise Thès de nous dire justement qu'on est de l'autre côté de la barrière et qu'on voit tout ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? J'allais dire, je ne sais pas et peut-être pas grand-chose, mais ça sera dans la deuxième partie de mon propos. Merci Christian de m'avoir invité à intervenir, même si je suis assez, néophyte sur le sujet qui a été présenté par Monsieur Rouget. Et j'ai appris plein de choses en préparation et puis encore en vous écoutant. Donc Nîmes Métropole a de métropole que le nom, parce que ça fait beau. Mais on n'est qu'une communauté d'agglomération, donc on n'a pas toutes les compétences d'une métropole. Pour autant, c'est quand même, une agglomération relativement conséquente, 260 000 habitants, 160 pour la ville-centre, donc qui est Nîmes, située au niveau de l'étoile ferroviaire, un lieu quand même assez stratégique en termes de transport. On a 2 gares TGV, donc une à Nîmes Centre et une à Nîmes Pont du Gard, donc le contournement Nîmes-Montpellier. Un aéroport qui est un petit aéroport, de province, mais qui se trouve être aussi maintenant la base de la sécurité civile. Donc c'est vraiment très stratégique pour le territoire de Nîmes Métropole et au-delà. Et 39 communes. Donc 39 communes, ça veut dire une organisation pas tout à fait évidente à mettre en place pour les nouvelles compétences dont j'ai la charge. Donc en lien un petit peu avec l'exposé de Thomas tout à l'heure, je serai beaucoup moins descriptive sur l'organisation, des services, parce que je pense que ça fait beaucoup moins longtemps que j'ai en charge cette mission. Et c'est la prévention et la gestion des risques majeurs, donc pour les EPCI à fiscalité propre. C'est quelque chose qui est issu de la loi Matras. Et on a obligation de le mettre en œuvre pour le 25 novembre 2026. Donc c'est pas pour aujourd'hui, mais en préparation, c'est presque maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail à mettre en place. Donc moi, ce sur quoi je voulais insister, c'était justement sur les compétences qu'on gère. Donc nous, à Nîmes Métropole, ça peut être différent dans d'autres collectivités. Et c'est là aussi la particularité, c'est à chaque fois, il faut savoir transposer en fonction de là où on se trouve, des compétences dont on a la charge. Donc on a la gestion de l'eau, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, donc ça c'est la GEMAPI. L'assainissement, on a 2 formes d'assainissement, donc collectif mais aussi non collectif par endroit, parce qu'on est aussi un territoire assez rural par endroit. Donc l'aéroport, ce que je vous ai expliqué juste avant. Un gros sujet également, qui va être certainement nouvellement impacté, c'est la collecte et le traitement des ordures ménagères. L'aménagement numérique du territoire, une spécificité sur notre collectivité, c'est une compétence qui est complètement mutualisée presque complètement mutualisée avec les communes, donc avec la ville-centre, avec Nîmes, et puis il y a eu des conventions aussi avec d'autres communes. Mais c'est un volet important, notamment en lien avec la directive Nice 2. Et puis, ce que j'évoquais en introduction, la prévention et la gestion des risques majeurs, donc qui sera effectif en 2026. Mais pour autant, on s'y prépare. Et il y a quand même un certain nombre d'actions qui sont déjà existantes au sein de la collectivité, qui sont par exemple l'astreinte. On a une astreinte qui existe, qu'on va retravailler bien évidemment pour les besoins du plan intercommunal de sauvegarde et pour le lien avec les différentes communes. Mais là, c'est pas le propos, mais c'était plus pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on était organisé. Donc il y aura pas beaucoup de slides plus que celui-ci en plus, donc c'est pas très graphique, c'est dommage parce que j'avais plein de choses graphiques, mais j'ai pas eu beaucoup de temps, désolée. Donc, les compétences qui vont être impactées, Monsieur Rougier, vous le disiez, la gestion de l'eau, l'assainissement, l'aménagement numérique du territoire et puis d'une façon plus large, la prévention et la gestion des risques majeurs. Donc, juste pour vous faire état de là où j'en suis, de mes réflexions et aussi des investigations en interne à la collectivité.
Donc, pour faire le plan intercommunal de sauvegarde, on a questionné l'organisation des services, c'est-à-dire comment est-ce que vous fonctionnez actuellement, est-ce que vous avez une continuité d'activité, comment est-ce que vous êtes organisé. Et bien sûr, chose très drôle, c'est qu'en fonction de la thématique, bien sûr, ça ne marche pas de la même façon. Donc, il faut aussi être inventif et puis s'adapter à la situation. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de délégations de services publics et surtout sur les grosses thématiques. Donc là, je ne vais pas parler de chiffres, hein, ce n'est pas l'objet, mais voilà, la gestion de l'eau, l'assainissement, c'est des délégations de services publics, ainsi que les transports, donc mobilité, hein, qui sont notés ici, et l'aéroport, c'est encore particulier. Mais en fait, que m'ont dit les services? Par exemple, la direction de l'eau me dit ah ben non, nous, on est tranquille, on gère, on a tout délégué. Ah, oui, mais en termes de responsabilité, qu'est-ce que ça implique? C'est le délégataire qui a toutes les responsabilités. Et bien, moi, je ne suis pas juriste, donc il va falloir aussi qu'on regarde un petit peu, j'allais dire, ces questions-là d'un point de vue purement juridique, hein, mais je pressens, au regard des échanges qu'on a pu avoir, que ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Donc, il va falloir je pense qu'on travaille ce sujet-là. Pour ce qui est de la prévention des inondations, donc ça, c'est juste un petit aparté pour vous dire que le territoire de Nîmes est quand même très concerné, vous devez le savoir, et dommage, j'avais plein de visuels à vous montrer, mais tant pis, ça serait une autre fois, par les inondations. Donc on est au PAPI 3, il y a eu énormément de travaux, donc finalement on a la chance maintenant d'être un territoire plus résilient du fait de ces gros plans et de ces gros travaux, et ça c'est vraiment quelque chose qui est pour partie géré en direct à travers un service spécifique, service prévention des inondations à Nîmes Métropole, mais aussi en lien avec le PTB Vistre, donc un établissement, un syndicat de bassin. Voilà, donc il y a des compétences qui sont encore au-delà, j'allais dire, des limites territoriales de Nîmes Métropole, du fait que l'eau ne s'arrête pas à une limite géographique. Et pour ce qui est donc du volet numérique, j'ai pu interroger le directeur. On a 2 directions de l'informatique à Nîmes Métropole, c'est formidable. Moi, je trouve que c'est chouette. Donc, on a une direction qui s'occupe de tout ce qui est la résilience des systèmes d'information, et on a une autre direction qui s'occupe du mode projet, finalement, tous les j'allais dire petits développements, ça peut être un petit développement et un gros, mais voilà, donc il y a vraiment 2 entités différentes, ce qui fait que, j'allais dire, la thématique qui concerne comment faire en sorte que mon réseau ne soit pas attaqué, enfin, comment est-ce que la cybersécurité et tout, c'est quelque chose qui est presque dans l'ADN de la personne qui a en charge cette thématique. Et là, pour le coup, je l'ai interrogé sur Nice 2, il est tranquille, hein. Voilà. Il travaille déjà avec l'ANSSI, on est collectivité pilote, etc. Donc, il y a vraiment, je suis assez fière de ma collectivité de ce point de vue-là, parce qu'on est vraiment à l'avant-garde d'un certain nombre de choses. Après, sur les autres thématiques, je pense qu'on a du boulot, mais j'allais dire, j'ai des interlocuteurs qui sont ouverts. J'allais dire, les questions qu'on peut se poser sont de 3 ordres. Hein. Donc, j'en ai parlé pas mal, c'est organisationnel. Hein. Comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce que, en fonction, j'allais dire, des niveaux d'implication et des niveaux d'importance, ce que vous évoquiez tout à l'heure, bien évidemment, on a des établissements culturels, et moi j'aime beaucoup aller dans la salle de spectacle Paloma, dont je viens de faire la promotion en scène de musique actuelle, mais c'est peut-être pas cet établissement qu'on va sauvegarder en premier. Bien évidemment, ça sera les déchets, ça sera les transports et bien sûr l'eau et l'assainissement. J'ai eu aussi l'occasion d'interviewer les services financiers et j'étais aussi agréablement surprise. Ils sont super en veille aussi sur ces sujets-là, hein, parce que c'est vrai qu'on gère quand même des budgets qui sont très conséquents, même si on aimerait en avoir un peu plus. Donc, voilà, on est quand même bien organisé de ce côté-là. Il y a pas mal de procédures en cas d'attaque, notamment cyber, hein,
sauvegarde comment dire, des process financiers. Et puis donc, pour moi, j'allais dire la question la plus, finalement, la plus délicate et que j'ai pas encore abordée parce que j'ai pas eu le temps d'en parler avec mes collègues, c'est l'eau et l'assainissement. Comment est-ce qu'on va s'adapter, aussi en fonction de ce qu'il y aura dans ces décrets, dans cette loi. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir informés en préalable. Et puis la question que je pourrais poser en plus de ça, c'est comment est-ce que finalement on est au courant de tout ça, sauf bien sûr si on a la chance de faire partie de ce réseau, mais comment est-ce que vous communiquez là-dessus en amont en fait? Voilà, on commence tout de suite les questions-réponses. C'est parfait. Alors, jusqu'à maintenant, on communiquait peu, parce qu'on était, on était un service qui travaillait sur des choses astreintes au secret de la Défense nationale. Mais on va lancer en 2025 des réunions thématiques, d'abord avec les opérateurs par sous-domaine, et ensuite avec les collectivités astreintes, qui ont des opérateurs astreints sur leur territoire, pour leur expliquer ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et où on va. Donc ça va être le premier pas. Et après, je pense qu'on aura des communications avec les opérateurs de l'eau et la collectivité associée. L'ensemble des opérateurs et des collectivités seront associés dans des choses thématiques, parce que, et parfois en sous-thématiques, parce que des fois les problèmes de concurrence entre opérateurs sur des mêmes réseaux sont tels que on peut faire vivre ensemble tous les sous-opérateurs qui viennent du même tête de file. Alors en transport, c'était Transdev, on travaillait très bien avec tous les opérateurs Transdev ou tous les opérateurs Keolis, mais on ne les mélangeait pas. Il ne fallait pas qu'ils... Et par exemple, là, on vient juste de changer de délégataire en transport. On aime bien changer souvent, mais c'est comme ça. Ça met un peu de piment, j'allais dire. Donc là, on était Transdev, on passe Keolis, on était Keolis il y a 4 ou 5 ans. Mais par exemple, pour l'eau, il va y avoir des nouvelles obligations. Et c'est juste au moment où on remet en concurrence le réseau, quoi. Donc comment est-ce qu'on anticipe Il va peut-être falloir qu'on accélère la vision avec les collectivités. Déjà, il faut qu'on repère les astreints. Alors, je sais pas si... Et oui, et déjà, comment est-ce qu'on sait si c'est super secret défense C'est vrai, il n'a pas le droit de vous le dire, normalement. Mais on va regarder ça. On était jusqu'à maintenant dans les Jeux Olympiques, c'est vrai. Ça nous a un peu ralenti, mais là, on va passer dans la communication, et je pense que la communication vers les collectivités, maintenant qu'on a franchi le pas de faire accepter à tout le monde que les collectivités devaient être dans le cercle des gens qui discutent de ce qu'on demande aux opérateurs. Donc en 2025, c'est notre but de communiquer, de monter des réunions de ce type-là. Alors pour ceux qui ne seront pas astreints à REC, parce qu'il y a les opérateurs, c'est, je disais, 175 sur l'ensemble des secteurs, ça fait que dans l'eau, s'il y en a une trentaine, c'est à peu près l'ordre de grandeur en France. Mais il y a tous les autres qui ne sont pas astreints et pour qui il est aussi évident que ça peut être utile, parce que le périmètre de REC n'est plus limité aux méchants terroristes, mais prend aussi les aléas naturels, etc. Donc ce qu'on va chercher à diffuser, c'est des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques vues de notre côté. Alors ça reprendra peut-être pas tellement les aléas naturels qui vont être plus pris par les décrets du Code de l'environnement, mais les bonnes pratiques pour la prise en compte des terroristes. Ça, on l'avait fait quand j'étais à la DGTM sur les remontées mécaniques, les transports fluviaux et les tramways. Et on l'avait fait en associant des opérateurs, des délégataires de services publics, des autorités organisatrices de transport et des services techniques du ministère, pour s'assurer qu'en rajoutant une couche de sûreté, on ne dégradait pas la sécurité, ce qui est fondamental dans tous ces domaines-là. Et je pense qu'on va essayer d'aller plus loin et de continuer dans la mise à disposition par les organismes professionnels, par les sociétés têtes de holding,
de documents, de bonnes pratiques, et puis aussi sur nos sites internet ouverts. Et j'ai encore une autre question, après peut-être la salle aussi. Donc, OK, début 2026, mais on aura un petit temps. Enfin, voilà, quel est le temps qu'on aura pour préparer tout ça, quoi? Alors, l'État étant souple comme un verre de lampe, non, début 2026, on désigne les OIV, c'est-à-dire on dit, vous allez être astreints à être OIV. Il y a ceux qui le sont déjà. Ils auront un travail minimal parce qu'ils ont déjà pris toute la partie préparation jusqu'à la gestion de crise. Il n'y a que la résilience et l'après-crise qu'ils ont à rajouter. Et le périmètre est à peu près le même. Il y a les nouveaux qu'on va astreindre, mais je ne suis pas inquiet parce qu'on a tendance à écrire dans le droit qu'il y a 9 mois pour les gens pour réagir, mais quand on désigne quelqu'un comme OIV, après, pour lire les documents qu'on va lui fournir, il faut qu'il ait quelqu'un d'habilité. Ça prend un temps certain, qui ne se compte pas en mois, mais enfin, ça dépasse souvent un an. Et c'est-à-dire que le chronomètre ne commence que quand la personne est habilitée et peut commencer à avoir les documents, à les regarder. Parce que sinon, on a des délais qui sont plus courts que le temps nécessaire à l'habilitation. Donc c'est un peu dommage de dire aux gens, c'est pas bien, vous n'avez pas écrit un truc, ouais, mais je n'ai pas pu lire ce que m'a donné. Donc là, on désigne, après on a les gens, on fait la demande, et on lance le chrono quand on a que les gens sont habilités et qu'on peut travailler avec eux. Alors, de la même manière, comme on en a peu, on ne leur donne pas un document à lire en leur disant « il faut nous donner ça dans 9 mois ». On va les accompagner par des réunions pour expliquer comment ça marche, ce qu'il faut écrire, ce qu'il ne faut pas écrire. S'ils le veulent, il y en a qui ont tendance à essayer de faire tout seul. Bon, ça se passe plus ou moins bien, en général plutôt mal, mais... parce qu'il y a des subtilités, puis lire le droit, c'est un peu pénible, mais donc on accompagne quand les gens veulent pour leur expliquer ce que c'est avec des réunions qui permettent de cadencer et de répondre aux questions des collectivités. Il y aura donc maintenant les collectivités et leurs opérateurs qui seront réunis. Et quelles sont les conséquences enfin, par exemple, je suis habilitée, quelles sont les conséquences sur moi en termes sur vous, rien du tout. Rien du okay. tout. Si ce n'est que vous gagnez le droit de lire des documents avec un tampon rouge et de savoir que vous n'avez pas le droit de le montrer à plein de gens. Et alors ça pose un problème. Honnêtement, pour moi, je considère que l'utilisation de documents secrets est un frein à la diffusion de l'information et des besoins. Surtout que dans nos domaines, on fait appel à des opérateurs. Il y en a un que je ne citerai pas, mais qui a un grand service interne de sécurité qui met en œuvre les demandes de l'État qui sont tamponnées en rouge et qui a à Paris un service qui réécrit les demandes de l'État qui sont secrets en demandes qui ne sont plus secrets pour que ces opérateurs qui sont un peu plus de 2500 qu'on puisse leur donner des ordres. Sinon, on ne pourrait pas leur donner des ordres. Donc c'est... Mais à l'arrivée, il y a la même chose dans ce qu'ils ont. Le contenu est à peu près le même, il est formulé autrement, mais ils le voient. C'est le bonheur des services de l'État. Oui. Merci. On va aussi poser la question à la salle là, pendant une ou deux minutes. S'il y a d'autres questions sur ces aspects de nouveaux textes, REC, Nice 2, Dora, je pense qu'il n'y a pas de banquier, mais il y a de la REC là. Une question. De ma compréhension, si vous aviez le bonheur d'être OIV, vous étiez automatiquement REC, et du coup, d'ailleurs, vous étiez automatiquement NIS 2 au format entité essentielle. Voilà. Vous confirmez que ça, c'est obligatoire? On va vous ramener le micro. Si vous êtes REC, vous serez NIS 2. En revanche, si vous êtes NIS 2, vous n'êtes pas forcément REC. On a un appétit bien moindre que l'ANSSI et on a un facteur à peu près 50 à 100 entre le nombre d'habilités à NIS 2 et le nombre d'habilités à REC dans le ministère. Mais tout dépend des secteurs. Hein. En fait, si vous êtes OIV, vous êtes obligatoirement REC ou pas? Oui, oui. OIV, c'est quand on est REC. Alors,
la directive REC, elle reprend la partie française des SAIV, alors maintenant ça fait REC. Elle introduit aussi une catégorie spéciale des OIV, c'est les OIV+, c'est ceux qui ont des services essentiels dans 6 pays de l'Union, qui eux sont OIV en France, et en plus sont OIV, on doit remonter des informations sur l'activité et les attaques qu'ils subiraient en France. Mais je pense que 99% de nos OIV ne seront pas touchés par l'aspect européen. Et de toute manière, l'aspect européen, tel qu'il a été prévu, il est par une remontée qui passe par les ministères et qui est concaténée, qui ensuite est retransmise à Bruxelles sous une forme qui n'impose pas de choses nouvelles à l'OIV. Après, il y a les inspections qui auront lieu là-dessus, parce que comme c'est une directive, on sait qu'on aura des inspections. Je pense que les premières, elles porteront sur l'administration. D'abord sur l'administration centrale, le SGDSN, les ministères. Après, ils descendront dans des zones, aller voir une préfecture de zone, comment elle a astreint, comment elle travaille avec les préfectures. Les opérateurs étant dans cette chaîne-là la dernière étape pour l'Europe, qui veut d'abord s'assurer que l'État et l'administration est bien organisé avant d'aller poser des questions aux opérateurs. Bien, eh ben je vous remercie. Je pense que encore un grand merci parce que c'est pas des enjeux, mais ce que je retiens, c'est quand même la convergence entre la sûreté, la sécurité, les risques, et ça, c'est un véritable enjeu dont je parlais un peu ce matin.